bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les risques psychosociaux. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan Fleury de Concept Sécurité Formation. Je suis conseiller, conseiller en formation pour notre organisme. Et aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire sur les risques psychosociaux qui peuvent être liés à la crise qu'on est en train de traverser. Alors, juste avant qu'on commence, je voulais juste faire un petit point sur les gens qui se sont inscrits aujourd'hui à ce webinaire, parce que c'est assez intéressant. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tous les secteurs d'activité. On a du secteur industriel, du secteur tertiaire, du BTP, le secteur pharmaceutique et aussi assez présent le secteur public. Voilà, avec des CCAS et des communautés de communes par exemple. Donc on voit que les risques psychosociaux aujourd'hui, c'est vraiment une vraie question et pour tous les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Guillaume de Bortoli qui va nous présenter ce webinaire. Donc il fait partie du cabinet de conseil Anima Consulting et je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci à vous. Merci Jonathan pour cette présentation brève et efficace. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce sujet, pour ce webinaire et ce sujet un petit peu, un petit peu douloureux, un risque psychosociaux, c'est un terme qui fait mal quand même aux oreilles. Donc les RPS donc en France et surtout donc face à cette crise sanitaire que nous vivons toutes et tous. Alors, il est clair qu'il y a eu des conséquences donc, de par cette circonstance exceptionnelle de mise en place du télétravail. Et ces conséquences ne sont pas anodines, parce qu'il y a quand même quelques chiffres, que ce soit de l'organisme du think tank Empreinte Humaine ou de Santé publique France. On voit des chiffres qui ne sont pas négligeables. Effectivement, cette crise a entraîné une sédentarisation donc, de la population active. 30% donc en télétravail, à savoir que dans d'autres webinaires, on l'avait stipulé, on n'était qu'à 3% en 2017, 3% en télétravail régulier, donc de la population active. Les RPS, un salarié sur deux touchés. Alors quand je parle de RPS, je parle bien de RPS liés à la crise. Je ne parle pas de risques psychosociaux de manière générale. Les risques psychosociaux qui ont été engendrés par cette situation exceptionnelle. L'isolement, bien sûr, l'isolement à 41%, donc ont vécu une dégradation du lien social. En tout cas, se sont sentis totalement seuls face à cette crise. Une hyperconnexion aux TIC, aux techniques, technologies d'information et de communication. 45% donc, se sont sentis impactés concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Un encadrement perturbé, bien sûr. On n'est pas prêt, en France, on n'était pas du tout prêt à ce mode, à cette organisation de travail. Donc, on a eu des encadrants, des managers de proximité, des encadrants de proximité qui, effectivement, n'ont pas forcément eu les formations adéquates pour faire face à cette situation exceptionnelle. Et donc, il y a pu avoir des conséquences que l'on va aborder juste après. Alors l'hyperconsommation aussi, ça, ce sont les conséquences négatives de cette crise. L'hyperconsommation, on est à domicile, on ne se sent pas bien, on se venge sur le chocolat, sur la nourriture, etc. etc. Alors l'hyperconsommation, que ce soit alimentaire, mais aussi technologique, on est bien d'accord. C'est la tête dans l'écran, c'est la tête dans le téléphone, dans le smartphone, la tablette, etc. Stress, 71% donc, se disent avoir subi plus de stress depuis la crise sanitaire. Bien sûr que le stress n'est pas dû qu'à l'activité, on est bien d'accord. Ce stress, il est dû aussi à l'incertitude dans laquelle nous vivons. Je ne sais plus, c'est un sociologue américain, je crois, enfin en tout cas ça vient des États-Unis. On parle de VUCA, de syndrome VUCA. Nous sommes dans une phase de vie globale, c'est globalisé, qui est dite volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Donc c'est totalement, ça décrit totalement la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Alors, bien sûr, des dépressions. Entre fin septembre et début novembre 2020, Santé publique France ont dénombré donc une augmentation, un doublement du nombre de dépressions. Donc, on est passé de 10 à 21%.
des personnes qui se sont arrêtées pour dépression. Donc, c'est officiel, c'est validé. Les troubles du sommeil, donc liés à l'anxiété dans laquelle nous sommes, en tout cas où certains sont, 35% concernés par le public sondé. Donc on voit bien que c'est quand même pas négligeable. Alors bien sûr que tout n'est pas noir dans cette crise, hein, on est bien d'accord. Il y a aussi beaucoup de positifs. Il y a des personnes qui seraient même d'accord pour continuer à télétravailler, continuer à travailler dans cette façon cette organisation de travail. Et je tiens à préciser, je vais revenir dessus, que de toute façon, il va falloir s'y préparer. Aujourd'hui, ça a été exceptionnel, mais il faut savoir que les discussions, les dialogues sociaux qu'il y a, les commissions au niveau national, au niveau des accords nationaux interprofessionnels en la matière, nous montrent bien qu'on va tendre vers un télétravail bien plus régulier qu'aujourd'hui. Il va falloir s'y préparer. La question, c'est comment s'y préparer. D'accord. Et du coup, au vu de ces conséquences négatives, quel est le ressenti des salariés aujourd'hui? Alors, il y a 3 points qui reviennent en ligne de mire. C'est donc le détachement vis-à-vis de leur structure. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, hein, salariés ou agents territoriaux ou d'État. C'est effectivement le détachement vis-à-vis de la structure, vis-à-vis de leur entreprise, vis-à-vis de leur administration. Donc ça, c'est ce sentiment de ne plus appartenir à un groupe. Hein. C'est ce besoin d'appartenance qui fait partie de la théorie de la pyramide de Maslow. Effectivement, c'est un point qui a été grandement touché. 53% du public sondé, donc des gens qui ont été sondés, se sentent être des machines à produire. Alors, 53%, c'est énorme. C'est-à-dire que plus de la moitié des personnes sondées ont eu l'impression qu'à partir du moment où ils ne sont plus dans l'entreprise, ils avaient l'impression qu'on leur demandait beaucoup plus. Parce que vous n'êtes pas dans l'entreprise, parce qu'il n'y a plus les transports, parce qu'il y a un gain de temps sur ces choses-là. Donc, il y a ce ressenti de devenir une machine à produire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. D'accord. Sans pour autant que la masse de travail ait augmenté, en fait. C'est juste un ressenti. Alors peut-être, hein, peut-être qu'il y a eu effectivement, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas habitué. C'est une organisation de travail qui s'est mise en place du jour au lendemain. Donc à partir de là, les encadrants de proximité, je ne leur jette pas la pierre, ils n'ont pas forcément l'habitude de communiquer à distance. On a peur que le travail n'avance pas. Et peut-être qu'on s'y prend mal. Et effectivement, le fait qu'on ait 10-15 appels dans la journée, ben, oui, le ressenti. Alors après, est-ce que le travail, la charge de travail a augmenté ou pas? Je n'ai pas les précisions, le pourcentage précis, mais le ressenti, il est là. Donc effectivement, on peut penser que oui, on a l'impression d'avoir plus de travail à fournir à la journée. Avec les bilans à apporter aussi. Quand on est sur place, on n'a pas de bilan. C'est ça une des choses qui est très très dure à contrôler à distance, c'est le contrôle du travail effectué. Ça, c'est pas négligeable. Et puis 41% qui ne savent pas vers qui se tourner. C'est-à-dire, bah, ça ne va pas et ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas forcément en parler à leur N+1, ils ne pensent pas forcément à appeler le médecin du travail. Alors ça, c'est un problème qui n'est pas du tout lié à la situation actuelle. Pour faire énormément de formations, et tu le sais Jonathan, pour faire énormément de formations en commission santé, sécurité et conditions de travail, les comités socio-économiques, on s'aperçoit bien qu'il y a un manque de connaissances. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont la possibilité d'appeler le médecin du travail. Et télétravail ou non. Télétravail ou non. Donc, beaucoup de personnes n'osent pas ou ne savent pas. Donc, on se retrouve vers qui se tourner, à qui je peux le dire. Est-ce que ça va être mal perçu? Est-ce qu'on va me juger par rapport à ce que je ressens? Voilà. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Ok. On voit bien la pyramide de Maslow. Pourquoi je l'ai mise dans ce support? C'est juste pour comprendre que cette pyramide, elle reprend 5 critères qui sont primordiaux pour le bien-être de l'individu. On parle des besoins physiologiques. Et on voit bien que la crise aujourd'hui, eh bien, elle a impacté ces besoins physiologiques parce on est surtout dans l'hyperconsommation.
ou pas du tout, c'est-à-dire des personnes qui perdent leur emploi, précarité de l'emploi, etc. On a le besoin de sécurité, ben, on ne sait pas où on va. L'environnement est pollué, l'environnement est vérolé. Donc, ce deuxième stade aussi a été impacté. Le besoin d'appartenance, ben, on est totalement dans l'isolement. Effectivement, je ne sais plus avec qui je travaille, je ne sais plus si je fais vraiment partie de l'entreprise. Donc, il y a ces pertes de repères-là. Le besoin d'estime, forcément, c'est ce qui découle de ces besoins-là. Eh ben, j'ai plus d'estime de moi-même parce que je perds le sens du travail. Je ne sais pas vraiment si mon travail il a été valorisé ou pas. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? J'ai pas de retour du responsable. Le seul retour que j'ai, c'est négatif, mais ce qui est positif, j'en ai pas. Voilà, donc on se retrouve dans des situations où toutes les strates sont touchées. Oui, c'est X raison. C'est pas forcément lié qu'au travail. Et puis, bah, le besoin d'accomplissement n'en est pas, on n'est plus du tout dans cet accomplissement de soi. C'est ce qui fait qu'on a bah, ces personnes qui se retrouvent en France du jour au lendemain. Parce que la pyramide, à la base, a été touché. un petit peu touchée. Hein. D'accord. Donc du coup, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Les risques, ils sont donc plutôt d'ordre psychosocial. Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans du risque psychosocial, c'est-à-dire moi, le psyché, l'individu, moi en tant que tel, je me sens donc touché. C'est d'abord l'individu. On a tendance toujours à parler du collectif, mais le collectif, il est constitué d'individus. Donc si l'individu, à un moment donné, se sent mal, même une seule personne peut totalement dégrader un collectif. Selon l'énergie, parce qu'on parle de deux types d'énergie, on a des énergies positives et négatives. Donc, selon le degré d'énergie que cette personne aura, parce qu'on peut être dans le négatif, mais avoir un fort aura, une forte énergie, elle peut totalement détruire une équipe. Hein. Je dirais pas une entreprise, mais un service facile. Ah. D'accord. Donc, on est totalement dans l'impact psychosocial. Alors, les méthodes pour prévenir les RPS, bien sûr, toutes les méthodes qui existent depuis. C'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il existe des méthodes, des actions à mettre en place. Le souci, c'est qu'il y a énormément de retard. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Mais il y a du retard et on est en retard, ça c'est sûr en France, même au niveau réglementaire. Hein, c'est même pas de la faute des employeurs, des entrepreneurs, etc., des chefs d'équipe. C'est que même au niveau réglementaire, niveau protocolaire, on est en retard. Juste de voir le protocole d'accord dans la fonction publique qui date que de 2013, c'est pas vieux. Pourtant, les risques psychosociaux, on parle de programmation neurolinguistique depuis les années 70, par exemple. Donc, on sait très bien que ça a un impact le bien-être de l'individu dans son entreprise. Et tu dis qu'on est en retard sur la mise en place ou plutôt sur même l'aspect réglementaire et législatif? Alors, sur la mise en place, ça c'est sûr, sur la mise en place, on est en retard parce qu'on est, c'est pas d'hier hein, qu'on sait qu'il y a un lien entre bien-être des individus, de l'individu et la performance d'une équipe. Déjà, la performance individuelle mais collective, ça c'est très clair. Et puis, très clairement, les textes sont tombés. Moi, j'ai fait beaucoup de fonctions publiques, par exemple, mais aussi du secteur privé, mais je parle pour la fonction publique où il y a eu un protocole en 2013 avec il y a eu c'est pas un décret, mais une circulaire d'application, je ne sais plus si c'est une circulaire ou autre de 2014, qui appuyait donc ce protocole d'accord sur la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Et aujourd'hui, dans la fonction publique, je vois encore des agents de maîtrise qui ne sont pas formés à la prévention des RPS. Donc, très clairement, le premier acteur qui doit avoir ces connaissances-là, c'est bien un encadrant de proximité, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et aujourd'hui, on a vraiment un manque à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai indiqué que les structures qui ont déjà évalué les RPS, parce qu'on parle d'évaluation des RPS, je vois aussi beaucoup de structures, je ne citerai pas, j'ai travaillé pour des gros organismes où j'ai formé les comités socio-économiques centraux. Très clairement, des fois, les évaluations des RPS ne sont pas faites. La réalisation, l'évaluation des risques psychosociaux n'est pas faite, en tout cas pas correctement. Et on le voit intégré dans le document unique, alors que ça ne se mesure pas comme un risque lambda. On ne mesure pas le risque psychosocial comme le risque chimique ou comme le risque physique ou lié aux troubles musculo-squelettiques. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit de voir de lire Christophe Dejour, qui est un grand psychologue du travail, ou
même le rapport Golac qui reprend les 6 grands facteurs principaux des risques psychosociaux, on voit bien que la manière dont est préconisée l'évaluation de ces risques, ça n'a rien à voir avec une évaluation lambda. Quand l'évaluation des autres risques est réalisée, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça date quand même depuis 2001. Ouais, donc c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 20 ans. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé d'autant plus aujourd'hui, parce qu'on est dans ce monde incertain, comme nous disent les Américains, de pratiquer la culture de la vigilance, d'autant plus aujourd'hui. Mais je veux dire, on ne devrait même pas attendre ce type de situation pour pratiquer cette culture de la vigilance et de la prévention. D'accord. Alors, la santé, bon, c'était juste une petite définition, histoire de rappeler ce qu'est la santé pour comprendre les risques psychosociaux. Selon l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, social et mental. Et social, je mets bien le point sur l'aspect sociétal. Voilà. Et bien sûr, ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Parce qu'on a tendance à penser qu'une personne qui n'est pas éclopée, qui n'a pas le bras dans le plâtre, qui paraît en bonne santé, est en bonne santé. Et non, justement non. Et d'ailleurs, on a longtemps dit que les troubles musculo-squelettiques, les troubles du dos, lombaire, etc., étaient le mal du siècle. On peut dire qu'aujourd'hui, le mal de ce siècle qui arrive, c'est bien les troubles, ce sont bien les troubles psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, de manière générale, ça c'est l'Agence européenne qui définit les risques psychosociaux. Donc ils sont entendus comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale. Donc on reprend la définition de la santé, engendrés par les conditions d'emploi, par les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir sur le fonctionnement mental. Alors attention, on s'entend bien, les risques psychosociaux, on en parle dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. Par contre, je tiens à préciser que les troubles peuvent aussi provenir du dehors, de l'extérieur. Ça peut être des troubles extra-professionnels, on est bien d'accord. Mais tôt ou tard, risque d'impacter la profession. C'est très difficile de laisser de côté ces problèmes quand on arrive au bureau. Donc forcément, ça impacte. Alors là, Jonathan, je rebondis sur ce que tu dis. Je l'ai souvent entendu, cette phrase-là qui paraît très facile. Et moi, je trouve que c'est très facile de le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes en formation de gestion des émotions, du stress et du temps. Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions. Moi, je l'ai entendu. Oui, mais les problèmes personnels, on les laisse à la porte du travail. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, bien sûr on va essayer de prendre sur soi, mais c'est toujours en nous. Nous sommes des humains, nous avons des émotions, c'est logique, on doit vivre avec ces émotions-là, elles existent, elles font partie de nous. Donc, à un moment donné, c'est à nous de travailler ensemble sur ces émotions, comment on peut les bonifier, comment on peut les améliorer. Mais très clairement, on ne peut pas laisser tous les problèmes à la maison. C'est faux. C'est très faux. Du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu es en train de dire, la gestion des émotions. Ça va souvent avec la gestion du stress, parce que souvent certaines émotions entraînent du stress, positif ou négatif. Bien Mais sûr. d'après toi, qu'est-ce qui génère autant de stress aujourd'hui chez les salariés ou chez les agents de la fonction publique? Alors, le stress aujourd'hui, le stress, c'est assez vaste, hein. Le stress, grosso modo, on a tous du stress. On parle plus de stress positif ni négatif. Aujourd'hui, on parle surtout de stress aigu et chronique. Donc, le stress aigu, c'est celui qui nous permet, à un instant T, alors bien sûr, ça doit être ponctuel, bien évidemment, c'est de faire face à une obligation, c'est de faire face à une épreuve qui nous tombe dessus et puis d'avoir effectivement, est-ce qu'on a les bonnes ressources, est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a la bonne éducation pour faire face à cette situation, hein, ce cadre de référence que l'on a pour soi-même. Donc le stress, en fait, va survenir lorsqu'il y a un écart entre ce que l'on doit faire et les ressources qu'on pense avoir ou qu'on a réellement. Quand je dis qu'on pense savoir, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent en état de stress pour rien parce qu'elles ont les ressources, mais elles stressent quand même. Donc c'est là que les formations
de gestion du stress et des émotions peuvent devenir intéressantes pour certaines populations. Pour bien identifier les ressources et les contraintes. Tout à Et fait, parce que je rebondis sur ce que tu disais, le stress, ça peut provenir d'émotions, ça peut provenir d'une épreuve, ça peut provenir il y aura forcément une émotion derrière. Peu importe le type d'émotion, d'accord? Mais le stress, c'est la suite logique d'une émotion ou d'une situation, bien sûr, négative. On ne parle pas du principe que le stress, c'est positif. Il y a une action, il y a un phénomène qui se met en place au niveau du métabolisme. Il y a des hormones qui sont sécrétées. Donc, si à long terme, ces hormones peuvent devenir un poison. D'accord? ouais. Et réglementairement, du coup, qui peut et qui doit agir dans ces situations-là de stress Alors, aigu et chronique, comme tu dis. dans ces situations-là, on reste dans le cadre du travail, bien sûr, mais tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer. D'accord? Ça, c'est très clair. Excusez-moi. Hop. Donc, tout le monde a un rôle à jouer. Ça va de l'employeur, bien sûr, qui est le premier responsable de la santé physique et mentale des collaborateurs. Donc, c'est très clair. L'employeur a un rôle majeur à jouer à ce niveau-là. Donc, la direction, les ressources humaines. Là, c'est tout le pôle direction qui a un rôle à ce niveau-là, donc par le biais d'actions de prévention et d'information, par le biais de la mise en place d'une politique globale de prévention. D'accord? Et aujourd'hui, on a du retard. On a du retard. Aujourd'hui, on est plutôt encore en train de protéger et de réparer que de réellement prévenir à la base. C'est-à-dire avec des concertations collectives, une vue d'ensemble sur l'activité. On investit tous les collaborateurs, que ce soit l'opérateur de base comme on dit dans la fonction publique, hein, les adjoints techniques, jusqu'à l'agent de maîtrise, jusqu'à l'ingénieur cadre A, par exemple. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Pour avoir participé à énormément de commissions, de comités, etc., ça manque. Ça manque. C'est vraiment un retour que j'ai de la part des représentants du personnel et c'est secteur public et privé confondus. Donc, des concertations et une mise en place d'une organisation globale. Cette mise en place, ce n'est pas que de la protection. Oui, mais ils ont leur matériel. Oui, mais ils ont leur protection, leurs équipements de protection individuelle et collective. Oui, mais il y a le numéro vert. Pour les risques psychosociaux, on a mis une hotline, un numéro vert. Ça ne suffit pas, ça. Ça, ce n'est pas de la prévention, ça. Ça, c'est de la prévention, mais c'est du niveau tertiaire. On n'appelle pas ça de la prévention, on appelle ça la prévention tertiaire, mais c'est de la réparation. C'est-à-dire le mal est fait, et on a mis cette ligne pour que vous puissiez appeler, etc. Mais moi, je vais même dire une seule chose. Si on en arrive là, c'est qu'il y a un problème en interne. Si on n'est pas capable, si moi, je ne suis pas capable de dire à mon propre chef que ça ne va pas, c'est qu'à un moment donné, le climat de confiance s'est rompu. Le climat de confiance s'est rompu. Voilà. Ou alors, il n'y a Donc, pas de climat de confiance. La confiance, c'est difficile à donner, c'est difficile à avoir aussi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça se travaille, ça se travaille. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre. Je vois les pays nordiques, par exemple. Alors, il y a des choses qui vont très bien en France, hein. Je ne suis pas en train de tout noircir. Mais je pense que sur ce point-là, on a encore beaucoup de choses à… Il y a des améliorations à apporter, très sincèrement. Donc, en tout cas, voilà, l'employeur a cette obligation-là, aussi bien dans le secteur privé. Il est bien indiqué aussi par rapport au décret 85-603 et 82-453, fonction publique territoriale et d'État. L'autorité territoriale et les chefs de service dans les administrations d'État ont cette même obligation de protection de la santé physique et mentale, et j'irais même jusqu'à sociale, de leurs salariés, de leurs agents. Alors, qui a un rôle majeur en la matière? Mais bien sûr, c'est le CSE aussi, un acteur incontournable. Alors, le CSE, le Comité social économique, hein, c'est la fusion, hein, des anciennes instances, hein, comité d'entreprise, CHSCT, etc. Alors, j'ai mis CST et CSA. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il va falloir aux futures élections, il y a de fortes chances que les instances fusionnent également dans la fonction publique. Hein. Donc, on ne parlera plus de comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, hein, ou de comités techniques paritaires, etc. On aura des comités sociaux et territoriaux dans la fonction publique territoriale et des comités sociaux d'administration dans la fonction publique d'État. Donc, ils ont un rôle à jouer majeur.
D'une part, ils procèdent à l'analyse des risques professionnels. D'accord? Alors, ce n'est pas eux, hein. Ils viennent en plus. On est d'accord, hein. C'est l'employeur qui a cette responsabilité-là. Mais le CSE a un rôle à jouer sur cette analyse des risques, hein, sur cette évaluation des risques et cette analyse des risques. Et puis, bien sûr, je tiens à préciser qu'il a un rôle majeur en matière de prévention du harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste, et tous risques psychosociaux confondus. D'accord? D'accord. Alors, je vous donne, hein, quelques points importants en matière de prévention des risques psychosociaux. Il n'y a pas énormément de textes en la matière, mais il y a quand même l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail d'avril 2009, hein, qui reprend notamment comment dépister le stress au travail. Donc, il y a pas mal d'outils, hein, d'éléments pour dépister le stress au travail, tous les facteurs et les indicateurs de stress. L'ANI de mars et juillet 2010, là, c'est plutôt sur la prévention et la gestion du harcèlement. Donc là, ils se sont focalisés plus sur le harcèlement moral, sexuel. Agissement sexiste, c'est venu bien plus tard, hein. On parle d'agissement sexiste que depuis 2016. D'accord? D'accord. L'accord, et puis l'accord pour la prévention, donc c'est l'accord dans la fonction publique dont je vous ai parlé de 2013 avec le décret d'application de 2014 sur l'évaluation des RPS, la formation des encadrants, des instances représentatives du personnel, etc. J'ai même vu, moi, des CHSCT pour qui il n'était pas prévu ces 2 jours de prévention des risques de CRPS. C'est pas normal. Normal. D'accord. 2 jours à faire en plus de leurs 5 jours de formation obligatoire. Voilà. Bon, déjà, Guillaume, quand les 5 jours sont faits pour les plus de 300 salariés, c'est déjà bien. Oui, ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, mais déjà, quand on arrive à les faire, c'est déjà bien, les 5 jours. C'est super, c'est super. Mais on ne se rend pas compte de l'impact que les risques psychosociaux ont. Et puis, c'est un sujet qu'on n'aborde pas comme ça en une matinée. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si aujourd'hui, il y a autant de formations qui pullulent en gestion, je vous dis, je le répète encore une fois de plus, compétent en la matière, mais en programmation neurolinguistique, en gestion des émotions, en gestion du stress, en gestion du temps, en la communication de l'encadrement, etc., c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et par rapport au rapport GOLAC, Ouais. qui, comme tu le disais tout à l'heure, cible 6 grands facteurs de RPS, Oui, quel tout à pourrait fait. être le lien aujourd'hui avec ce qu'on vit en ce moment? Alors, le lien, il est très clair, c'est que on retrouve dans ce que l'on vit, dans les grands facteurs de souffrance aujourd'hui liés. Excusez-moi, vous voyez bien Ouais, on tu voit l'as bien le pas mis en support. diaporama, mais ouais, j'ai pas osé te le dire. Mais tu Ah, peux le mettre en il fallait, je diaporama. ne l'ai pas mis en diaporama. Voilà. Donc, le rapport GOLAC, c'est très clair. Sur ces 6 grands facteurs qui ont été mesurés, qui ont été observés plutôt en 2011, alors il faut savoir qu'il y a eu autant la fonction publique hospitalière, Orange, il y a eu la SNCF, la Poste, etc. Donc il y a quand même eu beaucoup, beaucoup d'organismes, hein, différents, hein, faut savoir. C'est ces 6 grands facteurs qui ressortent. Sur ces 6 grands facteurs, dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais moi j'ai envie de dire tous les facteurs sont importants à prendre en compte, mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, il y en a 4. Il y en a vraiment 4 qui doivent attirer notre attention. Alors, ça c'est selon mon observation et les chiffres, hein, que je vous ai cités. Il y a effectivement les exigences liées au travail. Donc là, alors attention à l'hyperconnexion, d'autant plus qu'on a quand même le droit à la déconnexion, qui a été surenchéri avec le rapport Mettling. Je vous invite à prendre en considération, hein, ce rapport Mettling, M2TLING. D'accord, il Les est de quelle horaires, année? bien Et sûr. ouais, on le trouve facilement sur Internet, ce rapport, pour les personnes qui Oui, nous écoutent oui, bien cet sûr, été. bien sûr. Ce sont des D'accord. documents qu'on peut trouver très facilement sur Internet. C'est comme l'ANI, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail du 20 novembre 2020 pour le secteur privé, mais qui peut être très utile aussi pour le secteur public, hein. Faut pas hésiter à aller chercher des informations, des sources. Il n'y a rien de vraiment cadré. Dans le secteur public, par contre, il y a quand même un décret de 2016. Et ils se sont penchés sur, et j'ai trouvé que c'était déjà un peu plus précis. Il y avait un peu plus de, comme un fil conducteur justement pour mettre en place ce mode d'organisation.
Les horaires, bien sûr. Alors attention aux horaires. Gestion des horaires, ah oui, à distance, c'est pas évident. Il faut savoir qu'à la base, le télétravail, quand il est mis en place, c'est aussi pour réduire l'écart entre vie privée et vie professionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous est tombé sur le coin de la tête. Et bah, qu'est-ce qu'on a mis en place pour contrôler les horaires? Quels sont les horaires? Bah, on n'a pas pu en discuter puisque ça nous est tombé dessus. Mais si vous comptez, par exemple, un jour mettre le télétravail de manière régulière, et ça va arriver, il faut savoir que ça va arriver très clairement, on y tend de plus en plus. Ben oui, tous ces points-là, c'est des points qui devront être vus sous forme de protocole d'accord dans la fonction publique, par exemple, ou d'un accord dans le secteur privé, accord collectif avec les délégués syndicaux, ou par le biais d'une charte avec le comité social économique, ou directement en concertation avec les salariés quand il n'y a pas de comité socio-économique. Voilà, c'est vraiment une concertation, c'est du cas par cas. Et là, il va vraiment falloir prendre le sujet à bras le corps parce que ce ne sont pas c'est pas un sujet donc on peut mettre, voilà, ça va être 2 jours par semaine pour tout le monde, ça va être 2 jours par mois pour tout le monde, ça va être de telle heure à telle heure pour tout le monde. Non, je pense sincèrement qu'il va vraiment falloir avoir une discussion aussi autant individuelle que collective. Très bien. Alors attention, oui. Non, non, je disais très bien. La charge de travail, alors attention à la charge de travail, oui, on a tendance à. Il y a eu ce ressenti aussi que bah, du fait qu'effectivement, il n'y ait pas les transports, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas le bruit environnant. On part du principe, bon, à part la première vague où effectivement on s'est retrouvé avec monsieur et madame, il y avait le couple qui était à la maison, les enfants à gérer, là c'était un peu compliqué. Ce qui est normal, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu autant de souffrance, hein, faut le dire aussi. Là, ça va un petit peu mieux. Mais attention aussi à ne pas se dire, bon, à partir du moment où le collègue, il a moins de bruit à la maison, on part du principe qu'il va être plus productif et on va lui demander plus d'objectifs. Donc, ça, il faut faire très, très attention avec ça. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans toutes les entreprises ou dans toutes les administrations, mais attention avec cette vision de il est à la maison, il a moins de transport, moins de stress, donc on pourra lui en demander plus. Tout ça, ça nécessite concertation. On ne peut pas passer d'une charge de travail qui était telle il fut un temps, et du jour au lendemain, sous prétexte que je travaille de la maison, je suis chez moi tranquille dans le canapé peut-être, hein, qui sait, euh, mais d'autant plus productif, parce que c'est prouvé hein, dans les pays qui l'ont mis en place depuis bien longtemps, c'est prouvé que ceux qui télétravaillent, en tout cas ceux pour qui le télétravail est un mode adapté, sont beaucoup plus productifs. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on est plus productif qu'il faut nous en donner toujours plus. Ah, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver et ça ne passera que par la concertation, par l'entretien individuel et par des concertations collectives. Oui. Après, il y a les croyances qui ont la dent dure hein, en France, notamment avec voilà, les directions qui peuvent penser que vu que je suis à la maison, je regarde la télé ou je Oui, fais ces oui, et choses-là. ça c'est vrai. C'est des croyances qui ont encore quand même la dent dure en France, je pense. Mais tout à fait. Mais ça s'explique par quoi? Ça s'explique par la simple et bonne raison que, et je le redis, en 2017, c'est pas vieux, il n'y avait que 3% de télétravailleurs réguliers. Ces 3%, c'est rien quand on voit les pays, quand on voit l'Allemagne. Il y a 20 ans, ils faisaient déjà du télétravail en Allemagne. Il y a plus de 20 ans, parce que je l'étudiais dans des textes en allemand quand je faisais de l'allemand en cinquième. Ouais. Donc, je ne suis pas vieux, mais bon, quand même, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, on n'est pas habitué à cette façon de travailler. Et oui, il y a une perte de repère. Le cerveau, il aime, hein, la partie limbique du cerveau aime ce qui est habituel. Il aime la facilité, il aime ce dont il est habitué. Et sinon, on parle de dissonance cognitive, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai travaillé comme ça et ça change. Donc, le cerveau, il est perturbé. Il n'a plus de ses repères. Donc, il y a des gens qui sont doués d'adaptabilité, qui sont doués de résilience. Et alors là, eux, ils vont beaucoup plus facilement tenir la cadence, mais tout le monde n'a pas cette force, ce travail hein, qui a été fourni, parce que pour en arriver là, c'est quand même un travail personnel, et tout le monde ne l'a pas. Donc ça, il faut l'entendre. Ça, il faut l'entendre. Et puis, bien Très sûr, bien. l'écart. Ouais, Non, non, je t'écoute. et l'écart entre vie privée et vie professionnelle, bien sûr, il faut savoir que le télétravail, alors là, c'est exceptionnel, mais si un jour on en arrive, vous décidez, vous, en tant qu'employeur, de le mettre en place parce que vous avez vu que finalement, ça a été quand même positif et qu'il y en a pour certains, vous avez vu qu'il y a eu une augmentation de la production, donc une bonne productivité
Vous avez vu que certaines personnes sont plus épanouies. Il y a un épanouissement, une espèce d'autonomie aussi. Il faut savoir que le télétravail, c'est aussi de l'autonomie. Moi, ça me convient très bien. Et moi, un employeur, si mon métier était, comment dire, éligible, c'est clair qu'un employeur me ferait travailler en télétravail. Ça, c'est clair et net, hein. Il aurait tout à gagner. Ok. Tout ça, c'est de la discussion. Mais je tiens à préciser que, attention, le télétravail, c'est aussi pour faire en sorte de réduire cet écart entre vie privée et vie professionnelle. Donc, je pense que les horaires peuvent être aussi discutés. Il y a tout intérêt à le faire. Alors Guillaume, je t'interromps 30 secondes. On est en train de dépasser un petit peu sur le temps. Alors il y a pas mal de gens qui sont en train de nous quitter parce qu'ils sont pris par d'autres obligations. Alors, je te D'accord? propose qu'on accélère un petit peu pour essayer de Ok, coller un peu sur le timing. ok. Alors, Je te donc remercie. l'autonomie. Ouais, je vais accélérer, je suis désolé. Bah, c'est des sujets qui. Donc, Qui l'autonomie, bah, t'emballe. c'est pas une formation, c'est sûr. Mais bon. Donc, il y a l'autonomie, bien sûr. Donc, attention à l'autonomie, mais je vais revenir sur les actions de prévention à la fin. Donc, l'autonomie, ça, c'est un point important. Le climat social, le climat de confiance, plutôt l'autonomie, la reconnaissance du travail, surtout à distance, c'est pas toujours évident. Les relations sociales au travail, ça c'est très clair. Hein, les conflits, violences à distance, l'isolement, le soutien social, les activités sociales réduites, hein, bien sûr on se voit moins, le type d'encadrement, participatif, directif, collaboratif. Hein. Donc ça aussi était un impact, hein, sur le type d'encadrement et la façon d'encadrer. Et puis, bien sûr, l'insécurité de l'emploi, j'ai peur. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, je suis en télétravail, mais est-ce que la boîte ne va pas couler? Est-ce que je ne vais pas perdre mon job? Donc, il y a une espèce de démotivation qui se crée. Ce n'est pas forcément du fait de l'activité ou de l'encadrement, c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est mal barré. On est sur la pente descendante et je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, cette démotivation, en fait, elle est due justement à ce mal-être général. Alors, j'accélère. Les signaux potentiels. Alors, les signaux potentiels, bien sûr, c'est l'augmentation des arrêts de travail, hein. Vous avez un collègue qui s'arrête de manière régulière ou en tout cas sur un certain, sur un certain temps et que vous n'avez pas d'explication plus que ça. Posez-vous des bonnes questions. Essayez d'aller gratter, de vous intéresser à ce qui pourrait se cacher derrière la partie visible de l'iceberg. Des retards répétés dans le travail, hein, le travail qui doit être rendu. Par exemple, vous avez demandé à votre collègue de lui rendre le travail dans 3 jours, et vous voyez que 5 jours après, c'est toujours pas rendu, que ça tâtonne un peu, qu'au niveau des appels, il n'y a pas forcément de réponse ou des réponses tardives. Les conflits, bien sûr, hein, ça c'est l'énervement au téléphone, on monte le ton, les mailings massifs, attention, hein, ça ce sont des signaux potentiels. Quelqu'un qui commence à envoyer des mails, des mails et des mails et des mails, c'est peut-être un appel au secours. Alors ça peut être aussi l'inverse, hein, ça peut être un appel au secours, mais ça peut être aussi, ça peut devenir du harcèlement aussi tout dépend dans quel sens on se place. Des mails envoyés trop tôt ou trop tard, des erreurs inhabituelles. Hein, quelqu'un qui, à la base, avant de télétravailler, était très opérationnel, beaucoup d'initiatives, rarement d'erreurs. Et là, bah, des erreurs qui sont quand même assez fréquentes, hein, une baisse de la performance du collaborateur, voilà. Et puis bien sûr de la fatigue, hein, de la fatigue tout simplement. Vous sentez que la personne est un peu fatiguée quand vous l'avez au téléphone, vous sentez qu'elle est moins enjouée, elle est moins motivée, elle a une perte de motivation. Donc ça peut être dû à une fatigue, la fatigue peut-être ils doivent gérer les enfants, etc., etc. Enfin, peu importe la raison de la fatigue. Ça peut être lié aux risques psychosociaux directement. Attention donc à la facticité émotionnelle. Voilà. Attention, à distance, c'est encore plus dur. Déjà qu'en face, c'est pas toujours évident de se rendre compte est-ce que la personne elle est en bonne santé, pas en bonne santé, est-ce qu'elle va bien, elle fait un gros sourire, mais en fait ça va pas du tout. Donc attention à cette facticité, hein, ne pas se dire oui tout va bien. Non, quelqu'un peut vous dire tout va bien, mais vous vous rendez bien compte que de par le travail rendu, de par son émulation, de par sa réactivité, vous vous rendez bien compte qu'à distance, il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, plusieurs mesures de prévention. Ce que je vous ai dit en France, c'est qu'aujourd'hui, on est très bon dans tout ce qui est prévention secondaire et tertiaire. Là où on doit être meilleur, là où on doit faire, on doit vraiment avancer et encore s'améliorer. C'est le cas, hein, on est quand même des entreprises et des administrations qui mettent les moyens. Alors même dans des collectivités, moi j'ai travaillé pour une collectivité territoriale, des fois d'un service à un autre, c'est le jour et la nuit. Donc ça dépendra de l'engagement de la direction, de l'engagement du directeur de service, etc. Alors, plusieurs propositions moi, que je peux vous faire.
pour prévenir ces RPS, notamment de manière générale les RPS, mais aussi face à la crise, bah déjà évaluer les RPS. Il serait peut-être temps de les évaluer et de les évaluer réellement, si ce n'est pas le cas. Donc, de faire un diagnostic RPS sur la base soit des questionnaires Sigrist ou Karasek. Moi, très clairement, je trouve que c'est plutôt intéressant de travailler avec un organisme compétent ou d'experts et travailler sur un questionnaire adapté à votre activité et de mettre des questions qui sont vraiment adaptées sur la base des 6 grands facteurs du rapport Golac, notamment. Et à partir de ces 6 grands facteurs, on peut poser les bonnes questions avec des questions ouvertes, bien sûr. Donc, si ce n'est pas fait, je vous recommande fortement de le faire. La formation à la prévention des RPS est liée au télétravail pour l'encadrement, à savoir que l'AMI, le dernier AMI de novembre dernier, préconise fortement la formation de l'ensemble des collaborateurs, mais surtout de l'encadrement sur la façon de télétravailler. Et pour ça, vous pouvez aussi reprendre l'AMI du 28 février, Cléa Manager, qui donne aussi des outils pour manager dans des conditions un peu particulières, notamment à distance. Donc pour prévenir un encadrement directif ou un encadrement perturbé qui perd ses repères parce qu'ils n'ont plus leurs collaborateurs face à eux directement. Organiser par écrit l'alternance. Organiser par écrit l'alternance présentielle-distancielle. Là, ce n'est pas le cas. Le présentiel, c'était du 100% pour toutes les entreprises qui étaient, pour lesquelles il était possible de mettre du télétravail. Et ils ont rajouté une journée, parce qu'ils ont vu que c'était un peu la débandade, une journée possible sur site. D'accord? Depuis janvier, il y a la possibilité de refaire revenir les collègues une journée sur site. Mais le jour où vous déciderez de mettre le télétravail régulier, où ce sera peut-être même imposé, il faudra bien discuter de et là, ce sera du cas par cas, présentiel, distanciel. Combien de jours ça peut être? Il y en a qui disent 2 jours par semaine, mais ça peut être par mois. Ça dépend de l'activité. Ça peut même être en période de rush. Il y a des entreprises où ils ont beaucoup d'activités pendant 3 mois, et là, on a besoin d'être sur le terrain. Et puis, pendant les 3 mois d'après, on peut effectivement mettre du télétravail en place. Donc ça vraiment, ça se discute par accord, par charte, etc. Des questionnaires, au-delà de faire l'évaluation des risques. L'évaluation, c'est une chose, elle est faite, et moi, elle devrait être faite tous les ans. Mais de manière continuelle, on peut faire des questionnaires. Aujourd'hui, on pourrait très bien faire un questionnaire auprès de ses collaborateurs, l'envoyer à distance pour essayer de prendre la température, les faire parler, essayer d'aller chercher l'information. D'accord? Donc, avec des questionnaires type mesure de la qualité de vie au travail, face à la crise, par exemple, ou du bien-être, voilà, avec des questions pour essayer de voir où on en est, nous, dans notre service, nous, dans notre entreprise, nous, dans notre administration. Voilà. Mieux anticiper les circonstances exceptionnelles à l'avenir. J'espère qu'on tirera profit de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc de bien prévenir ce coup-ci. Si un jour il devait y avoir encore ce genre de crise, parce que moi personnellement, je ne l'ai pas connu, et mon père, qui est de la génération des années 50, ne l'a pas connu non plus. Donc clairement, là, il faudra peut-être se préparer au cas où. Je pense que là, on aura tiré profit des expériences, des rétex, des retours d'expérience liés à cette crise. On va faire les mêmes erreurs, donc bien anticiper. Définir les situations de travail qui sont éligibles en amont, ça c'est pour un télétravail qui sera probablement de manière plus régulière, travailler sur les équipements, la nécessité des équipements, est-ce qu'il y a un travail collaboratif ou pas, est-ce qu'il y a des données confidentielles, en fonction des données que l'on traite, ce n'est pas toujours évident de mettre en place ce télétravail. Donc, tout ça, ça se discute autour d'une table. Des groupes de travail à distance réguliers, vous pouvez, il y a quand même des outils, comme aujourd'hui on utilise Zoom, mais on peut utiliser Teams, Skype Entreprise. Nous, avec Jonathan, on a fait des formations à distance. Ça fait déjà 3 formations que je fais à distance sur 3 jours, ça se passe très bien, et pourtant des formations assez lourdes, des comités socio-économiques. Donc, on peut communiquer tous ensemble avec l'équipe, et puis ça permet aussi de se faire un petit brainstorming ensemble, de se voir aussi de visu. Donc, utiliser ces outils-là. Favoriser, bien sûr, le dialogue social, mettre en place des plateformes numériques. Il y a des entreprises qui l'ont fait, des administrations, des plateformes numériques, des locaux syndicaux numériques. Parce qu'il y a aussi eu cette perte de repères, c'est-à-dire que les salariés et les IRP, les instances représentatives du personnel, il y a eu une petite scission quand même qui s'est fait sentir. Donc, laisser l'opportunité aux salariés de pouvoir contacter quand même les instances représentatives du personnel, par exemple, et faciliter la communication donc, avec eux.
Appliquer, bien évidemment, mais ça, c'est crise ou pas crise, hein, mais appliquer le droit à la déconnexion, bien sûr. Ce n'est pas toujours évident quand on est à distance, ça c'est sûr, de contrôler la boîte mail du collaborateur, de contrôler le travail, mais en tout cas de faire des rappels assez réguliers, hein, prendre la température. Ça, tu as travaillé combien de temps là-dessus? Et là, ouais, mais on essaie d'aller le chercher. On ne peut pas rester jusqu'à 18 heures quand même. Ouais, mais tu sais, ouais, mais attends, c'est ça, puis après c'est la tablette, après c'est le téléphone, après. Donc faire des rappels sur ce droit et Maitling, d'ailleurs Maitling rappelle que ça devrait même plus être qu'un droit, ça devrait être un devoir, la déconnexion. Mise à disposition des équipements nécessaires, bien sûr. Alors là, laissez-moi vous dire que c'est pas évident. Du jour au lendemain, mettre les équipements nécessaires pour télétravailler, c'est un peu beaucoup demandé à l'employeur. Mais ça, il faudra y penser en tout cas à l'avenir, si le télétravail devient plus régulier. Équilibrer vie professionnelle et vie privée, surtout si vous savez, vous avez des personnes, des collaborateurs qui ont des enfants en bas âge ou qui sont ce qu'on appelle aidants familiaux, hein, qui ont quand même des personnes sous leur charge, à être un peu plus empathique à ce niveau-là. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'assistanat, mais voilà, c'est de la discussion, c'est de la concertation continuelle. Fixer des objectifs clairs, ça c'est important, ça ressort très souvent. Les objectifs n'étaient pas clairs et souvent c'est envoyé par mail. On a des directives par mail, on n'a pas bien compris, on essaye de téléphoner, on n'arrive pas à voir la personne au bout du fil. Par contre, il faut avancer sur le projet, mais je n'ai pas tout compris. On perd du temps, on stresse, et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à des situations de blocage, de frein, de démotivation. Donc, fixer des objectifs clairs pour que la journée de travail soit la mieux efficiente possible. Et la concertation collective, bien sûr, de manière assez régulière. Je dirais qu'en cette période de crise et de télétravail un peu imposée, la concertation collective, elle devrait quand même être assez régulière. Moi, je partirais même sur une concertation collective qui n'est pas que sur l'accès de travail. Vraiment, c'est se voir, discuter. Et moi, j'irais même jusqu'à en faire une par semaine, selon les possibilités, bien sûr. Mais au moins deux par mois, quoi. Assurer un climat de confiance ou de sécurité psychologique, hein, basé sur l'autonomie. Donc, faites confiance à vos collaborateurs, laissez-leur l'autonomie nécessaire. Vous, de toute façon, on est assez à même à savoir si le travail a été fourni ou pas, parce que de toute façon, il y aura forcément un retour. Et puis, donc, baser tout ça sur l'autonomie, la reconnaissance du travail et bien sûr l'écoute active. D'accord? Être disponible pour vos collaborateurs. Et j'ai mis un petit point aussi sur la formation à la sécurité, un webinaire que l'on a fait notamment avec Jonathan, qui est aussi sur la chaîne YouTube Anima Consulting, que sûrement Jonathan vous enverra en lien, où justement on fait de la veille réglementaire. On vous propose aussi, pareil, des vidéos qui vous amènent des outils en matière de santé au travail et de développement personnel. Donc Anima Consulting, la chaîne YouTube. Attention à cette formation à la sécurité qui est importante. En prévention secondaire, ce que vous pouvez faire, c'est former les employés à la prévention des RPS, donc tous les employés, pas que les encadrants, là, pour le coup, hein, sensibiliser les employés. Bon, la formation sera un peu moins lourde. Et bien sûr, les risques liés au télétravail, former à la gestion du stress, à la gestion des émotions, former vos collaborateurs. Il y a des formations qui sont très intéressantes que nous, on met en place. Désigner un référent RPS ou travail à distance, ça c'est bien aussi d'avoir un référent dans l'entreprise. C'est ce référent-là qui va prendre la température, qui va appeler les collègues, savoir comment ça va, sans parler de travail, juste appeler pour dire ça va, ouais, ça va bien, tout va bien, la famille va bien, les enfants vont bien, etc. Désigner un référent. Et bien sûr, favoriser une communication collaborative et mettre surtout l'accent sur l'aspect verbal. Hein, attention au mailing, que le mailing, 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 mailing. Le mailing, c'est sujet à des interprétations, ça peut être sujet à des ambiguïtés. Moi, je sais, je parle en connaissance de cause. J'ai connu, hein, et on part sur un travail, on nous envoie un travail le matin par mail ou la veille. J'ai pas tout compris, j'ai essayé d'appeler parce que j'avais pas compris un ou deux points du mail. Bon, bah, tant pis, j'arrive pas à avoir mon interlocuteur. J'entame le travail et il s'avère que je lui rends le travail à la fin de la journée. Mais non, c'était pas ça. Ouais, mais j'ai essayé de t'appeler. Voilà, j'ai quand même essayé de te contacter. Tu n'as pas répondu. Moi, j'avais des questions sur ce que tu avais écrit dans le mail. J'ai interprété. Et donc, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de la motivation.
et puis de l'argent. Hein. OK. Et en secondaire, donc bien sûr, vous pouvez mettre des ateliers à distance réunissant les encadrants de proximité, hein, que les encadrants de proximité puissent se retrouver aussi, rediscuter et même procéder avec le personnel. En prévention tertiaire, on va finir là-dessus. Bien sûr, hein, l'intervention du service de santé au travail, bien rappeler aux collègues, envoyer-leur un mail, justement en leur rappelant que s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, qu'ils ont aussi toujours la possibilité de contacter le service de santé au travail, le médecin du travail, le psychologue du travail, s'il y en a un. D'accord? Il y a des entreprises où vous avez des vacations de psychologue du travail. De toute façon, dans les services de santé au travail, maintenant, il y a des psychologues de travail, il y a des ergonomes, etc. Un numéro spécifique qui peut être mis en place, un numéro hotline, un numéro vert. Mettre en place une cellule de crise dans les entreprises, ça c'est de manière générale. Il y a pas mal d'entreprises qui l'ont fait et de collectivités territoriales et d'administrations qui ont mis en place des cellules de crise RPS avec souvent, on a le directeur des ressources humaines ou un membre représentant du personnel, des chefs de service. Donc je trouve ça intéressant, moi, cette mise en place de cellules de crise. Bon, là, on est dans le tertiaire, mais il faut quand même prévoir l'irréparable. Et puis des groupes d'expression, à mettre en place des groupes d'expression, recueillir les ressentis à l'instant T, tout de suite, maintenant. Voilà. Donc les facteurs clés de la démarche, c'est un engagement global de l'entreprise à moyen terme, hein, une direction prête à agir en matière de réorganisation du travail et des modes d'encadrement, et d'autant plus que là, on est vraiment dans le vif du sujet, il va falloir s'y pencher. Et là, les directions vont avoir un rôle majeur et les instances représentatives du personnel aussi sur la mise en place de cette façon de ce mode d'organisation de travail. Une démarche participative et collaborative, donc la concertation, donc une démarche concertée. Là, la concertation et la négociation, elles seront primordiales. Voilà, messieurs, dames, j'ai essayé de faire le plus court. C'est vraiment des sujets qui peuvent nous amener à partir très loin. J'espère avoir apporté quand même quelques notions. Il est clair que de toute façon, il y a des formations à faire quand même. Pour être prêt, il faut se former. Aujourd'hui, on n'est pas formé dans les écoles, dans les petites sections. Ils commencent même à se pencher sur la gestion des émotions dans les classes élémentaires, etc. On voit bien qu'on a un manque à ce niveau-là. Donc, même les employeurs aujourd'hui, comme ils ont une obligation de formation et d'information, mais aussi en gestion du stress, aussi en gestion des émotions. Et aujourd'hui, et vous l'entendrez, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle et de soft skills, de compétences, c'est-à-dire le savoir-être plus que le savoir-faire. Et on s'aperçoit que le savoir-être, c'est un impact majeur sur la performance et le bien-être de votre structure. Voilà, messieurs, je vous remercie pour l'écoute. Bon, merci Guillaume. Je suis désolé, on a presque doublé le temps. Mais bon, c'était très intéressant et c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant et dont on pourrait parler tout l'après-midi. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Si vous en avez, soit vous me l'écrivez dans le petit onglet, discussion, ou alors vous ouvrez votre micro et puis vous pouvez la poser à Guillaume. Ah oui, on a doublé le temps là. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions, c'est positif s'il n'y a pas de questions. Ça devrait, non? C'est ce qu'on dit. Ça valait le coup de doubler le temps alors. Ouais, c'est des sujets qui sont un peu compliqués. On pourrait, mais après, on tombe dans la formation. Mais là, 1 heure, c'est un webinaire correct, hein, Oui. voilà, pour apporter quand même des notions et puis bien prendre conscience que très, très clairement, tout n'est pas noir dans ce télétravail, dans cette situation dans laquelle nous vivons. La situation dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes, tout n'est pas noir. Il faut vraiment tirer profit de cette situation et je pense qu'on a tout à gagner de ces situations extrêmes qui nous poussent un peu dans nos retranchements. Et oui, c'est souvent dans les extrêmes qu'on arrive à sortir des choses, de belles choses. Bon, alors on a des messages de remerciement. Merci à tous. Si personne n'a de questions, je propose de finir cette intervention et ce webinaire et que tout le monde puisse retourner travailler et donc se mettre sur le sujet des RPS. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à vous pour vos messages, c'est très positif. Ça fait plaisir.
Donc, tant que ça a répondu à vos questionnements en 1 heure, bah, nous en sommes totalement satisfaits. Bon, Merci à vous pour votre écoute, vraiment, et pour votre patience. Merci à merci tous. merci, bonne fin de journée à tous, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.